Merci à tous d'être là. Tout d'abord, je voulais remercier nos deux intervenants d'aujourd'hui. Donc, tout d'abord, Cécile Weltenman, qui est aux Arts et Métiers, mais elle est surtout coordinatrice du projet CARE, dont elle va parler. Et Nabil Anwer, qui est professeur des universités à l'ENS Paris-Saclay, au laboratoire LURPA. Aujourd'hui, du coup, notre webinaire, il est autour de l'IA. Effectivement, on a vu apparaître dans plusieurs domaines l'IA, intégrer depuis ces dernières années une croissance assez importante. Et notamment dans le sujet qui nous intéresse, dans l'industrie du futur, pour le fait de l'intégrer dans la conception de produits, l'optimisation, l'assurance qualité, la maintenance et bien d'autres sujets. Donc l'objectif du webinaire, ça va être de traiter ces aspects-là, donc d'un point de vue recherche, mais aussi c'est questionner dans quelle mesure aussi l'IA va permettre de faire évoluer en profondeur la formation, les formations universitaires, et tout en se questionnant aussi sur les enjeux éthiques et sociaux de l'intégration de l'IA dans la formation. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci Laetitia et Tatiana pour l'invitation euh, autour du thème de l'IA pour et dans l'industrie du futur. Je vais rapidement vous parler un petit peu des développements finalement de l'IA dans le cadre de l'industrie du futur. Ce travail, vous allez voir pas mal de transparence empruntée à des collègues, notamment de la communauté CIRP, donc l'Académie internationale de recherche en production, parce qu'on a eu une réflexion donc aussi bien au niveau recherche, aussi au niveau formation. Donc le plan de ma présentation va être le suivant. Tout d'abord, c'est quoi l'IA? Donc essayer un petit peu de passer rapidement des définitions, l'évolution de l'IA, son espace et comment aujourd'hui l'espace de l'IA côtoie d'autres espaces, donc notamment des espaces plus sociaux et sociotechniques. Quels sont les IA qui sont utilisés aujourd'hui dans le cadre des recherches dans l'industrie 4.0 et pourquoi et comment former à l'IA pour l'industrie 4.0. Après, une bonne partie de ma présentation va être autour de l'IA générative avec ChatGPT, avec les grands modèles de langage. Donc, on a vu un développement assez important et vertigineux de l'IA dans la pratique de tous les jours, dans la pratique de la recherche et aussi dans la pratique de l'enseignement. Donc, voilà un petit peu les points que je souhaite aborder en complémentarité avec notre présentation. Bien sûr, on sait que l'objectif de l'IA, c'est d'émuler l'intelligence humaine, hein. Donc ça, c'est un petit peu l'une des premières définitions qui a été faite par McCarthy dans les années 50. Après, j'ai cherché finalement des définitions qui seraient des définitions un petit peu grand public. Donc là, j'ai retenu deux, celle de l'OCDE de 2023, et puis la définition qui est sortie dans le journal officiel du 9 décembre 2018. Donc pour savoir que l'IA aujourd'hui sort du cadre, on va dire, purement technique pour aller sur un champ beaucoup plus large. Sur l'OCDE, par rapport à l'OCDE, donc on peut dire que l'IA, c'est un système automatisé qui, à partir de données d'entrée, génère des résultats pour permettre de faire des prévisions, de générer des contenus, des recommandations, des décisions qui peuvent influer ou pas sur leur environnement physique ou virtuel. D'une manière très simple aussi, l'IA est un champ interdisciplinaire, théorique et pratique, qui a pour objet de comprendre les mécanismes de la cognition et de la réflexion et leur imitation par un dispositif matériel et logiciel avec des objectifs d'assistance ou de substitution à des activités humaines. Donc, on retrouve finalement cette émulation de l'intelligence humaine comme a été voulu par les fondateurs de l'IA. Alors, l'IA a évolué. Vous allez voir par la suite que je fais souvent référence à l'article que vous voyez en bas. Donc, c'est un survey paper qui est sorti l'année dernière par un certain nombre de collègues du CIRP, sur Artificial Intelligence in Manufacturing. Donc, j'ai repris cette planche qui montre que l'IA a évolué depuis pratiquement les années 50 avec finalement la conférence de Dartmouth, où plusieurs chercheurs ont posé finalement les bases et les fondements de l'IA. Et puis ça s'est enrichi au fur et à mesure par des évolutions et des avancées scientifiques, par exemple les arbres de décision, les perceptrons, les algorithmes génétiques, les systèmes experts. Et l'IA a connu finalement des
période de passage à vide, finalement, ce qu'on appelait les hivers de l'IA. Donc, le premier hiver de l'IA était fin des années 60, et puis le deuxième fin des années 80. Et puis par la suite, donc, avec l'évolution des développements des réseaux de neurones et les réseaux de neurones convolutifs, du deep learning, et récemment les transformers, et puis tout ce qui est donc les modèles, les large language models et ChatGPT. Donc, on a vu cette évolution. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'IA, finalement, a toujours travaillé entre des aspects déductifs basés sur les modèles et des approches inductives, pardon, basées sur les données. Et on va retrouver ça, finalement, tout le long de l'évolution de l'IA et sur les approches qui ont été utilisées pour les applications relativement industrielles. Alors, l'IA est un espace aujourd'hui constitué de plusieurs composantes, donc finalement de méthodes, d'outils, de technologies. Mais on voit que l'espace de l'IA va au-delà de l'espace purement technique pour aller vers un espace plus social, autour de l'impact sociétal et l'éthique. Et donc, on voit apparaître finalement la confiance dans l'IA, l'éthique dans l'IA, la transparence, les aspects légaux, les aspects sécuritaires, etc. Donc, comme édité par un ouvrage du gouvernement anglais que vous voyez en bas. Et finalement, donc, l'IA a évolué aussi dans notre compréhension, dans l'utilisation. Donc, au-delà de l'émulation qui a été un petit peu la base de l'IA, vers l'entraînement à partir de données, à partir de modèles, donc pour faire des prédictions. Et puis, l'utilisation d'une grande quantité de données pour entraîner et pour pouvoir générer du contenu. Alors, dans le cadre de l'industrie 4.0, donc là, je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans le détail, mais là, pareil, donc je reprends une planche des collègues sirpiens. Donc, en termes d'application, donc, par exemple, il y a pas mal d'applications de l'IA dans tout ce qui est conception, planification, donc de produits et de systèmes. Et on va voir effectivement apparaître les approches, attendez, je vais prendre peut-être un pointeur, les approches à base de modèles et les approches orientées données. Donc, on va trouver finalement des éléments qui viennent de l'ingénierie des connaissances. Donc, on va trouver les ontologies, on va trouver des graphes, on va trouver des réseaux sémantiques qui vont permettre d'aider à concevoir des systèmes, à modéliser des systèmes, à faire de l'intégration process et tout ce qui est planification, ordonnancement. Donc, en utilisation d'autres approches aussi IA, donc comme la programmation par contrainte, comme le recuit simulé, etc. Et puis pareil, donc sur les approches à base de données, on va avoir toutes les approches un petit peu inductives, donc genre donc apprentissage statistique, apprentissage par renforcement, supervisé, non supervisé, et puis les graphes de réseaux de neurones. De la même manière, dans le domaine de la modélisation de processus et l'optimisation de processus, donc on va voir finalement aussi bien des approches à base de modèles que des approches orientées données, donc finalement des algorithmes génétiques, des systèmes experts, des systèmes de la logique floue, des modèles prédictifs, des modèles d'optimisation, donc pour optimiser par exemple des paramètres de fabrication. Donc on le voit apparaître de plus en plus aujourd'hui dans le domaine de la fabrication additive. On n'a pas vraiment des connaissances de modèles mécanistes. Et on va substituer cela par des modèles qu'on va obtenir directement par des techniques IA. Et puis bien sûr, on va utiliser des approches à base de données, donc toujours dans une approche inférentielle, des réseaux de neurones, des approches supervisées, non supervisées, etc. Et enfin, un autre domaine d'application qui utilise beaucoup aujourd'hui l'IA, c'est le domaine de la robotique, de l'assemblage et des désassemblages, dans lequel on va utiliser des approches à base de modèles pour tout ce qui est planification de gamme, d'assemblage, saisie d'objets, des assemblages, interaction homme-machine. Et puis, on va aussi avoir ce mix entre des approches à base de modèles et des approches orientées données, dans lesquelles on va toujours retrouver finalement les mêmes techniques donc à base d'inférence ou d'induction. Alors, beaucoup de recherches autour de l'industrie 4.0 s'appuient pas mal sur les réseaux de neurones, donc qui sont des réseaux artificiels qui permettent d'avoir une architecture et permettent de travailler sur des données tabulées. Donc, par exemple, si on veut trouver des corrélations, si on veut classifier, si on veut faire du clustering sur des données de process, donc on peut le représenter sous forme de tableau.
Et puis, donc, tout ça, on peut exploiter, par exemple, des réseaux de neurones adaptés à cela. Pareil, sur les traitements d'images, par exemple, ici, on a des images de pièces fabriquées, usinées. Et donc, à partir de là, on peut venir par des réseaux de neurones convolutifs, venir, par exemple, reconnaître des défauts. Donc, faire des techniques par la suite, coupler cela à des techniques d'apprentissage supervisé, non supervisé. Et de la même manière, donc, sur les séquences, donc, on peut traiter un séquencement d'opérations à travers des réseaux de neurones en utilisant les transformers. Et puis récemment, donc les graphes, qui sont des structures un petit peu plus générales et plus génériques, ont commencé aussi à être exploités dans les travaux de recherche à travers ce qu'on appelle les réseaux de neurones à base de graphes. Et là, vous pouvez le voir, par exemple, sur cet exemple, sur la gestion, par exemple, du layout ou de l'organisation, finalement, d'un atelier. Alors, en plus des aspects recherche, au niveau du CIRP, on s'est intéressé finalement à comment améliorer l'offre de formation aujourd'hui, donc au niveau international, en définissant une sorte de curriculum commun dans le domaine de l'enseignement de l'ingénierie de production. Et en fait, on a fait un surveil auprès de participants universitaires, donc membres du CIRP, ainsi que les membres corporate, qui sont les entreprises. Et donc, on a posé un certain nombre de questions. Donc, par exemple, dans les dernières 5 années, quels sont les thèmes qui deviennent de plus en plus importants dans la recherche au quotidien ou dans les activités au quotidien des entreprises? Et donc, on voit dans le survey que, par exemple, l'intelligence artificielle que vous voyez ici est devenue un élément très important, reporté aussi bien par les collègues universitaires que pour les entreprises, pour pratiquement 13%, au même titre que la digitalisation ou bien la fabrication additive ou bien finalement le développement durable. De la même manière, on a aussi posé la question, donc sur les 5 dernières années. Euh, alors, est-ce qu'on a commencé à mettre en place, est-ce que vous avez commencé à mettre en place des nouveaux thèmes et de mettre plus l'accent sur ces nouveaux thèmes dans les formations? Et de la même manière, on voit que l'intelligence artificielle a commencé à être un thème très abordé dans la formation, donc au même titre que la digitalisation et tout ce qui est développement durable. Aussi bien donc dans le domaine universitaire que au niveau des entreprises. Et donc à partir de là, donc on a reconstruit une offre de formation dans ce qu'on appelait le curriculum de la formation en ingénierie manufacturière, donc au niveau undergraduate et postgraduate. Donc là, je vous montre juste un petit peu sur le programme de formation postgraduate de master en 2 ans. Donc sur l'ensemble des cours donc, qui ont été proposés, et notamment sur les cours centraux, les core courses. Donc, on a décidé qu'un programme international autour de tout ce qui est analyse des données et intelligence artificielle devrait quand même être mis en place. Et puis, on a élaboré un petit peu les différents contenus de ce programme en mettant bien sûr aussi en avant les approches déductives et inductives, les approches à base de modèles et les approches à base de données. Et puis aussi en mettant plus en avant le rôle finalement des techniques d'apprentissage et les réseaux de neurones. Donc, vous avez le site ici. Donc, de toute façon, je pense qu'on va partager les slides. Donc, vous pouvez accéder finalement sur le portail du CIRP sur le curriculum qui a été présenté et défini. Pour revenir un petit peu à l'IA et l'évolution de l'IA, donc, ce qu'on a observé ces dernières années, c'est l'IA générative. Donc, il y a une branche qui met en œuvre des modèles plus génératifs pour produire du contenu, que ce soit du contenu textuel, graphique ou audiovisuel. Et cette IA générative donc a besoin finalement du grand nombre de données, donc multimodales. Donc ça peut être des données textuelles, des images, des vidéos ou autres formes de données. Et on a besoin finalement pour être efficace dans la génération finalement de la création de contenu à partir de ces techniques, d'avoir finalement ce qu'on appelle des instructions ou ce qu'on appelle les prompts. Et je pense tous d'entre nous qui ont l'habitude d'utiliser de l'IA, et notamment de l'IA générative, on se rend compte de l'utilité finalement du prompt, des consignes qu'on doit donner, formulées généralement en langue naturelle avec un certain nombre de tâches pour décrire finalement ce qu'on cherche à accomplir. Et donc ça a connu du succès relativement important ces dernières années, et puis on le voit dans pas mal d'applications, comme l'image que vous voyez en bas. Donc finalement, sur un prompt de la génération d'images en utilisant DALL-E,
Donc finalement, on va écrire un texte dans lequel on veut un chien qui a une sorte de coiffure, donc avec une couleur rose, et puis avec un éclairage. Et puis on voit par exemple que derrière, le processus de création, il permet d'obtenir quelque chose qui est statistiquement probable et semblable aux sources et permet de réaliser et d'afficher un résultat. Alors, les grands modèles de langage qui sont à base de l'IA générative et notamment de ChatGPT, donc ont commencé finalement à voir le jour à partir de 2019 ou 2001 avec GPT-3. Et puis on voit aujourd'hui que ça évolue d'une manière incroyable et assez exponentielle. Et beaucoup de ces grands modèles de langage d'IA générative sont maintenant dans le domaine public, donc tout le monde peut l'utiliser. Et puis des efforts ont été faits ces dernières années en termes aussi de quantité de données et puis d'apprentissage, parce qu'il faut savoir ce que ce sont des systèmes qui nécessitent un grand flux de données et plusieurs teraflops de données pour pouvoir faire cet apprentissage, qui pose problème donc en termes d'efficacité énergétique et puis aussi en termes d'optimisation finalement énergétique et autres. Alors, il y a un papier intéressant donc, qui est sorti, il est actuellement dans Archive, par exemple, sur comment on va utiliser cette fois les modèles, donc les grands modèles pour finalement faire de l'évaluation à partir de données visuelles pour des tâches autour de la conception. Donc, par exemple, si on regarde l'analyse, par exemple, d'un dessin de définition, donc on pouvait le voir ici, à gauche. Donc ici, les chercheurs, ce sont des chercheurs du MIT, ont chargé finalement un dessin de définition. Et puis, donc, ils ont posé certaines questions finalement à ChatGPT 4. Donc, par exemple, pour demander quel est l'objet qu'on reconnaît à travers les différentes images et les vues, et puis le système est capable de reconnaître qu'il s'agit, par exemple, ici d'un élément prismatique ou d'un parallélépipède avec un trou au milieu. Et puis, il explique finalement quelles sont les étapes de mise en place pour analyser finalement son raisonnement et proposer cette solution. Et puis par la suite, on lui a demandé également de retrouver les dimensions et puis de caractériser les dimensions comme par exemple diamètre ou bien par exemple profondeur d'un trou. Donc on voit pas mal d'applications aujourd'hui autour de l'IA générative pour des applications par exemple de sélection de choix de matériaux, d'optimisation topologique, d'interprétation de résultats par exemple de simulation et par exemple de génération, donc on le voit dans l'enseignement, d'exercices pour les étudiants. Alors, l'IA générative a quand même un potentiel important, aussi bien dans le domaine de l'enseignement, de la recherche que dans les apprentissages. Et là, il faut souligner tout le travail qui est fait par l'Université de Louvain, donc qui est quand même un petit peu en avance dans les pays francophones, sur l'IA générative et son application. Donc, notamment au niveau de l'enseignement, parce que ça peut aider à l'assistance à la conception de cours, à la création de ressources pédagogiques et l'aide à l'évaluation des acquis. Donc, au niveau de la recherche, pour collecter et analyser les données, aider à générer des idées, permettre de faire du brainstorming et interagir aussi avec un corpus de connaissances. Donc, par exemple, pour faire la revue de la littérature, l'exploration de corpus et la traduction et le résumé d'articles. Donc, maintenant, de plus en plus de services, notamment chez de grands éditeurs, permettent finalement de générer du résumé de contenu, de résumé d'articles à partir d'IA. Et puis aussi pour de l'apprentissage, pardon, pour l'aide à l'étude, permettant de générer des questions de révision, proposition de synthèse de matière, du tutorat personnalisé, pour la créativité, pour aider à formuler et organiser des idées, et pour générer du code informatique, ça aussi c'est très utilisé, et pour simuler des expériences et modéliser des problèmes. Alors, il y a une initiative qui est portée par Jean-Yves Dantan, donc certains d'entre vous connaissent, donc au niveau des arts et métiers, donc pour donc découvrir l'IA générative et exploiter l'IA générative dans la pédagogie, dans l'enseignement supérieur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous êtes intéressé, donc je pense que Jean-Yves partage un certain nombre d'éléments donc avec la communauté scientifique et la communauté d'enseignement autour des développements. Alors rapidement, donc par exemple ici, donc il illustre à travers différentes présentations finalement la façon d'écrire le prompt
donc les instructions, par exemple ici, donc le prompt utilisé, c'est d'agir comme un ingénieur. Donc finalement, on demande à l'IA générative de se comporter comme un ingénieur, doit faire une synthèse de l'évolution technologique des voitures électriques, présenter les impacts environnementaux de la voiture électrique, de son développement à son recyclage, et générer une synthèse de l'évolution en 6 points ou 6 étapes. Et donc, en utilisant la solution Copilot de Microsoft, donc vous voyez ici finalement ce qui a été généré. Donc finalement, on a 6 étapes. Les premières innovations et développement initial des années 90-2000, l'amélioration des batteries lithium-ion dans les années 2000-2010, l'expansion du marché, les technologies de batterie avancées et enfin jusque le recyclage et l'économie circulaire, avec bien sûr une synthèse des évolutions et technologiques, par exemple dans le recyclage, la mise en place de systèmes d'économie circulaire, etc. Donc de la même manière, donc là, on se place comme un enseignant. Une comparaison est à établir entre l'apprentissage immersif grâce à la réalité virtuelle et l'apprentissage avec l'intégration de l'IA générative, générer un tableau de comparaison. De la même manière, il est possible aussi de générer finalement un contenu un peu plus structuré à partir d'un certain nombre de critères, notamment les technologies utilisées, les avantages, les limites, le type de savoir enseigné et les exemples concrets de savoir. Donc, vous voyez tout ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour vous montrer que finalement, en quoi cette IA générative aujourd'hui est capable finalement d'aider finalement un enseignant et un chercheur ou un ingénieur à détailler et avoir un peu plus de contenu par rapport à un thème donné. Donc là, j'ai demandé également à des collègues de l'université de New South Wales en Australie, quelles sont leurs pratiques aujourd'hui sur l'utilisation de l'IA générative. Donc, c'est un collègue qui travaille beaucoup sur l'ingénierie de conception et notamment sur l'axiomatic design. Donc, il enseigne un petit peu l'axiomatic design aux étudiants et en même temps dans les cours, il intègre finalement l'IA générative. Donc, finalement, donc ça, c'est un travail qu'il a fait avec ses étudiants, par exemple, dans la conception d'un smartphone. Donc, quelles sont, par exemple, les 10 fonctions ou les exigences fonctionnelles les plus importantes? Donc, chaque GPT lui propose un ensemble de fonctions. Et en fait, les tests qu'ils ont effectués, ce que très souvent, finalement, ChatGPT donne des résultats qui sont supérieurs à un niveau undergraduate, d'un point de vue recherche d'information et structuration de l'information. Mais l'exploitation de cet outil en parallèle à leurs activités a montré aussi des améliorations. Donc là, Jean-Yves Danton aussi l'a montré, des améliorations assez importantes dans l'acquisition du savoir et des compétences. Donc par exemple ici, donc on va trouver les 10 fonctions principales de l'appel, de la connexion Internet, de la réception des messages, l'installation d'applications, les images, le stockage de données, l'authentification et la sécurisation, tout ce qui est multimédia, le positionnement, donc savoir où se trouve la personne, et puis la gestion et la préservation de la batterie. Donc après, l'exemple, c'est de prendre par exemple une composante ou une fonction, donc capturer la vidéo et les images, en définissant par exemple 10 sous-fonctions associées. Donc on va voir finalement faire le focus d'une manière automatique, application de différents portraits, stabilisation d'image, détection de la face, comment dire, du visage, et la capture d'image panoramique. Et donc ça, c'est un petit peu une synthèse de ce qu'il fait au niveau de ce cours, hein, donc finalement qui est ingénierie de conception et IA générative. Donc, les étudiants peuvent utiliser ChatGPT ou d'autres outils d'IA génératifs, mais bien sûr, ils doivent reconnaître, évaluer et réfléchir autour de l'IA. Mais il faut que ça se fasse aussi d'une manière assez structurée. Euh, donc finalement, ils font aussi la différence entre ce qu'on peut considérer d'éthique, ce qui peut être aussi considéré de l'ordre du plagiat. Et bien sûr, tout cela dépend du type comment dire, d'application qu'ils ont à faire. Donc, l'université de New South Wales a une politique en termes de l'IA générative, donc qui est à destination de tout le monde, des étudiants, aussi bien des enseignants, sur l'utilisation. Donc, par exemple, sur le maintien de l'intégrité académique, donc en faisant toujours référence au contenu a été généré par l'IA, de protéger aussi parce que l'IA générative permet aussi d'échanger des données finalement et d'exploiter d'autres données. Donc c'est pour ça qu'ils sont dans un environnement copilote qui va permettre de protéger finalement les données privées et de ne pas les partager avec l'extérieur. Vérifier bien sûr la précision et l'exactitude de ce que génère l'IA générative
Et puis, bien sûr, on fait des guidelines pour tout ce qui est l'utilisation des outils de traduction, parce qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup l'IA pour la traduction. Donc, il faut aussi faire attention finalement à ce point-là. D'autres universités de par le monde ont aussi mis en place finalement des guidelines sur l'utilisation de l'IA générative dans l'université. Donc ça, c'est un papier qui a été fait par des collègues qui ont finalement fait un survey sur les 50 plus universités, donc en termes de classement international. Et donc là, vous voyez sur l'EPFL, donc avec un site dédié sur l'utilisation de l'IA générative dans la recherche et l'éducation, l'Imperial College of Excellent Generative AI Guidance, l'Université de Tokyo sur l'utilisation des outils IA dans les cours, et puis aussi le MIT sur l'utilisation et l'usage de l'IA génératif dans la formation. Donc de la même manière, donc les politiques publiques ou les politiques universitaires de l'usage de l'IA générative sont différentes d'un pays à l'autre. Donc dans ce papier, il y a une synthèse qui a été faite. Donc par exemple, l'université de Tokyo donc met en avant l'utilisation et encourage l'utilisation des IA, de l'IA générative, mais il faut faire hyper attention et il faut être informé. Donc finalement, il n'est pas interdit d'utiliser l'IA générative dans les cours et dans l'acquisition des connaissances. Mais par contre, il faut faire hyper attention et il faut mettre en place des précautions sur l'utilisation et l'engagement envers l'IA. Donc par exemple, l'université de Hong Kong, donc elle intègre d'une manière très proactive l'IA dans la formation, vu qu'ils sont partis du constat que les technologies autour de l'IA vont devenir de plus en plus importantes. Et donc, ce qu'ils appellent l'IA littératie, donc finalement, devient très important aujourd'hui. Non seulement d'exploiter et d'utiliser les IA, mais aussi de l'exploiter, l'IA pour de bénéfices finalement sociétal. Et puis, par exemple, la National University of Singapore a aussi mis en avant l'utilisation de l'IA générative pour répondre finalement aux changements aux changements sociaux et sociotechniques. Et donc là, ils disent qu'ils comprennent que, par exemple, les employeurs, les donneurs d'ordre et les parties prenantes donc vont avoir de plus en plus le besoin d'utiliser ces outils-là. Et ces outils-là maintenant évoluent de la même manière qu'ont été les calculateurs et les tableaux, on va dire Excel et les outils de traitement de langage et de données. Et donc, il faut les intégrer pratiquement dans la formation. Donc, on voit différents pays, différentes politiques. Et au final, pour conclure, donc, l'Université de Louvain a mis en place une stratégie pour un usage responsable et critique de l'IA générative. Donc, il y a tout un cahier qui a été mis en place et qui est disponible en téléchargement. Donc, avec un certain nombre d'étapes, donc avant de commencer, est-ce qu'elle est autorisée, est-ce qu'elle est nécessaire pour réaliser les tâches, se poser la question sur l'impact écologique, pédagogique de l'usage de l'IA générative, définir le rôle de l'utilisateur, définir la situation dans laquelle s'insère l'usage d'une IA générative, identifier, tester l'outil le plus adapté, la rédaction du prompt ou de l'instruction qui est très importante. À la suite de cela, on va générer une réponse. Il faut faire une lecture et une vérification finalement de la réponse. Et puis après, formulation de ces questions et revoir finalement est-ce que le résultat obtenu est intéressant et voilà, correspond finalement à l'usage. La conservation des traces et des interactions, et puis faire tout cela dans un principe de transparence. Donc voilà par rapport au point que je voulais échanger avec vous, donc notamment de l'IA dans l'industrie 4.0 et notamment de l'IA générative. Donc voilà, je remercie les collègues qui ont partagé un petit peu leur savoir et leur expertise. Donc Jean-Yves Dantan, Anglio, Robert Gao, Gawey, et puis toute la task force du CIRC Manufacturing Engineering Curriculum. Bon, je vous remercie pour votre attention et je vous avoue que j'ai pas vu le temps. Donc j'espère que j'ai pas été trop long. Merci Nabil, c'est super, super intéressant. Avant, je vous propose de garder vos questions pour la fin. On va enchaîner avec Cécile, comme ça on aura un espace d'échange tous ensemble. Cécile, je te laisse la place. Merci, merci à vous pour l'invitation, Tatiana et Laetitia pour l'organisation de ce webinaire.
Donc, je vais vous présenter le projet CARE dont je suis chef de projet. Et puis, à la suite de ça, je referai une petite présentation de certaines slides qui ont été créées donc, par des collègues aussi sur l'IA, l'intégration de l'IA à l'École nationale supérieure des arts et métiers, donc l'ENSAM. Et pour faire le lien notamment avec cette formation CARE et aussi avec ce qu'a présenté Nabil, on va y voir des recommandés. Donc, c'est assez intéressant pour vous montrer ce qui est mis en place. Et puis, j'ai vu qu'il y avait certains collègues qui étaient connectés. Donc, n'hésitez pas ensuite à réagir et à éventuellement corriger ou préciser certaines choses que j'aurais présentées. Donc, le projet CARE, hop, c'est un projet de formation à l'intelligence artificielle. C'est un AMI-CMA, donc Compétences et métiers d'avenir France 2030, qui a démarré en septembre 2023 et qui a une durée de 5 ans. Son objectif est de mettre en place une démarche durable et massive de formation des citoyens aux usages de l'IA. C'est un projet qui est dont la gestion et le financement est fait par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de massifier la formation à l'IA et on va le voir, de rendre accessible l'IA au plus grand nombre, à tous citoyens. Euh, Tout d'abord, les étudiants et professionnels dans nos structures, mais une ouverture et une massification de la formation à l'extérieur de nos établissements. La direction du projet est à saisie et la coordination opérationnelle du projet revient à l'ENSAM. Donc, je suis la chef de projet et Emmanuelle Abissé-Chavannes est donc la référente scientifique du projet. Alors, c'est un projet qui est géré dans le cadre d'un consortium de plusieurs établissements. Donc, vous avez à gauche les 5 établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui sont au cœur même de la création du dispositif et de son déploiement. Arrêt métier est en charge de l'ensemble du pilotage en responsabilité. Le développement et l'évaluation des formations est en responsabilité du côté de l'ENSAM et de CESI, École d'ingénieurs. Tout ce qui est lié au déploiement et la mise en œuvre des formations est sous la responsabilité de l'Université de Bourgogne, Europe. Et le dernier work package sur la communication, pérennisation, diffusion des connaissances est également à la charge d'arrêt métier. Donc là, on voit donc 5 établissements avec des publics divers, des étudiants qui peuvent être à la fois effectivement de futurs ingénieurs, mais aussi euh, on est dans l'univers d'école de commerce, l'Université de Bourgogne qui a un champ très large et le CNAM également un champ d'application très large. L'objectif là est de pouvoir créer une formation à l'IA qui va parler vraiment au plus grand nombre et de pouvoir le tester tout d'abord en interne, si on peut dire, auprès de nos publics et va nous permettre d'avoir cette assise-là et de pouvoir ensuite le diffuser à l'extérieur avec des retours d'une grande diversité de secteurs et de, et de points de vue. Euh, Si je zoome juste très rapidement sur la conception des modules de formation, donc c'est Arrêt Métier et Saisie qui en sont responsables. Et juste pour vous dire très rapidement, c'est des ingénieurs pédagogiques qui travaillent avec des experts sur la création des modules de la formation et sur les contenus. Et donc avec des profs spécialisés en IA qui viennent apporter leur expertise. Tout cela est aussi encadré donc par les ingénieurs pédagogiques qui vont apporter un cadrage ou des méthodes d'animation pour produire une formation la plus adaptée possible. On a aussi donc des partenaires issus du monde socio-économique font partie du consortium, qui sont pas dans la réalisation même des contenus, mais qui vont apporter un rôle de conseil sur les orientations du projet, sur les ajustements à apporter, et qui vont apporter aussi cet ancrage dans le monde socio-économique du projet et des contenus créés. C'est très important pour nous que cette formation ne soit pas réservée au monde académique, mais qu'elle soit ouverte à l'ensemble des citoyens et là, d'avoir des retours très concrets de certains pôles de compétitivité ou d'acteurs territoriaux vont nous permettre de nous assurer que la formation est la plus adaptée au plus grand nombre. En effet, ces différents partenaires vont pouvoir tester et diffuser aussi la formation. Donc, c'est un cadre qu'on est en train aussi d'ajuster.
Pour entrer un peu plus précisément dans ces formations, ce sont des formations qui seront courtes et modulaires, puisque l'objectif est qu'elles puissent s'intégrer dans des parcours de formation qui sont déjà en place, à commencer par les parcours de formation de nos propres étudiants dans nos établissements. On sait que c'est pas toujours facile de trouver des heures de formation. Donc, l'idée, c'est d'être sur des formations qui soient assez courtes et qui puissent s'adapter à différents parcours, qu'on puisse intégrer dans des parcours de formation existants, mais qui puissent également vivre et exister à part entière dans un dispositif, dans un cadre qui soit uniquement dédié aux formations CAR. Elles seront hybrides, en tout cas pour deux des niveaux, donc avec une partie distancielle en autonomie et une partie en présentiel avec un formateur. Elles seront certifiantes également. Je rentrerai un petit peu plus dans le détail des dispositifs. Disponibles sur tout le territoire grâce au réseau de tous les établissements engagés dans le consortium, comme on l'a vu tout à l'heure. On a un rayonnement qui va pouvoir se faire au niveau national. Et puis, ce qui est très important dans cet objectif de massification, c'est de pouvoir trouver des formateurs, parce qu'on sait que c'est pas non plus des ressources qui sont, qui sont parfois limitées. Et pour que ces formations puissent être dispensées au plus grand nombre, on tient à ce que ce soit des formateurs qui ne soient pas forcément spécialistes de l'IA, qui soient en mesure de prendre en main ces formations et de les diffuser, de les dispenser pour, encore une fois, favoriser le déploiement au plus grand nombre. Donc, je vous ai mis un petit peu les chiffres avec les objectifs d'ici 2030. Donc, ce sont des chiffres qui restent assez conséquents. Et le dispositif va pouvoir embarquer à la fois en formation initiale et en formation continue sur tout le territoire un certain nombre d'apprenants pour les aguerrir sur l'utilisation des outils d'intelligence artificielle. Ce sont un dispositif de formation qui est pensé en 3 niveaux. Le premier niveau, qui est actuellement en phase de test et qui a été conçu et produit, euh, évoque les fondamentaux de l'IA. Donc, c'est déjà un petit peu les choses que Nabil a évoquées un petit peu tout à l'heure et que l'on va creuser, donc avec une partie à distance et une partie en présentiel. On va pouvoir identifier les cas d'usage de l'IA, les outils d'intelligence artificielle, comment bien prompter et surtout aussi comment s'en servir avec un cadre sur les impacts environnementaux, sociétaux, les confidentialités des données, etc. Donc tout ça, c'est des notions qu'on aborde dès le premier niveau pour avoir un usage éclairé des outils et pas s'en servir à tort et à travers juste pour s'amuser, parce qu'on sait il y a des impacts qui ne sont pas négligeables derrière. Le deuxième niveau, on arrive dans une utilisation de l'IA et des outils d'IA plus dans un cadre professionnel. Choisir un bon outil par rapport à mon usage dans le cadre de mon activité professionnelle, avec encore une fois toujours avoir en tête cette utilisation de l'IA conforme avec l'aspect éthique qui reste très important pour nous. Et le troisième niveau qui sera complètement en présentiel. Donc là, pour l'instant, on l'a pas encore bien abordé. Ce seront des modules métiers à destination des experts des experts, enfin pardon, c'est un niveau expert de l'IA à destination de certains professionnels. Donc, par exemple, l'IA en tant que manager, comment je peux m'en servir, l'IA en tant qu'ingénieur. Bon, c'est des exemples, on n'a pas encore bien défini les métiers ciblés, mais on arrivera à un niveau d'expertise IA en fonction du métier. En termes de certification, le niveau 1 donnera lieu à un certificat euh, type Open Badge avec un outil de certification sécurisé. Les niveaux 2 et 3 seront déposés au répertoire spécifique de France Compétences et donneront lieu à un certificat reconnu dans ce cadre-là, avec une possibilité d'être financé par le CPF. Donc, vous voyez le niveau horaire, on est sur une formation qui, au total, durera 49 heures, mais un apprenant ne suivra certainement pas les 49 heures, puisqu'on le voit, à partir du niveau 3, on est focalisé métier. Donc, pour avoir une bonne base, une bonne connaissance des outils d'IA et de leurs applications, en 20 heures, on vise d'avoir acquis ces compétences-là. Je fais un petit focus sur le niveau 1 qui, comme je vous disais, est déjà en production et en phase de test. Donc là, on retrouve un petit peu ce qu'évoquait Nabil dans sa présentation. On est sur les fondamentaux de l'IA, expliquer ce qu'est l'IA.
les premières notions de base, l'usage de la donnée, comment l'IA apprend. Et surtout, en gros, focus, comme je disais, sur les limites et biais de l'IA, avec les impacts environnementaux, sociétaux, les notions de confidentialité, de plagiat, de comment se servir de l'outil dans son quotidien en faisant attention à tous ces paramètres-là. Et puis, on a des modules qui permettent de comprendre un peu le panorama, qui creuse un petit peu plus que nous a présenté Nabil tout à l'heure, mais voilà, sur l'histoire et les acteurs clés de l'IA et les usages et applications de l'IA qu'on peut avoir au quotidien. Là, encore une fois, on est tout public. Euh, on vise, euh, on vise un public très large avec une importance à vulgariser les notions, à les rendre accessibles au plus grand nombre pour pouvoir se servir des outils d'IA tout en comprenant la façon dont ils fonctionnent et dont ils sont conçus. Voilà. Notre conviction, c'est que avec cette connaissance-là, ce savoir-là, ça aide à une meilleure utilisation des outils. Donc, ça, c'est la partie distancielle qui est faite en asynchrone et en présentiel, tous ensemble. Donc là, c'est des exemples d'activités qui ont été pour l'instant testées. Le catalogue va certainement s'enrichir. On a une partie très pratique d'utilisation des prompts et des requêtes. Et on a une partie de débat où ensemble, on se met en situation pour discuter des limites et biais des outils d'IA. Donc avec cette demi-journée-là, on ressort avec un petit peu plus de notions pratiques. On peut répondre à certaines questions sur l'utilisation des outils. En termes de tests, voilà, on a testé déjà petit à petit cette formation. On est en train d'améliorer le niveau 1 et avec pour objectif de le massifier à partir de la rentrée, de le rendre accessible au plus grand nombre, à la fois dans nos établissements, mais aussi à l'extérieur. En termes de premiers retours, on a eu des retours très positifs en termes de contenu, de vulgarisation et cette formation qui apporte une ouverture d'esprit, un esprit critique aussi sur l'utilisation de ces outils, dont on entend beaucoup parler sans trop savoir quoi en faire parfois. Et avec des pistes d'amélioration déjà en termes d'ergonomie de la partie distancielle. Donc ça, c'était des choses qui étaient déjà identifiées et, euh, et un travail à faire notamment sur les cas pratiques qui sont déjà demandés dès le niveau 1 et des exemples plus concrets qui sont déjà demandés. Donc voilà, c'est des choses qu'on va améliorer pour le mois de septembre. En termes de calendrier, donc je vous le disais, le niveau 1 est actuellement en phase de production de tests avec une deuxième version qui sera disponible à la rentrée de septembre 2025. On fonctionne en itération et on accorde une grande importance à l'amélioration continue. Donc, de s'enrichir de tous les tests qui sont faits, de tous les retours qui sont faits pour à chaque fois améliorer la proposition à la fois en termes de contenu, de modalités pédagogiques. Et puis, on sait que l'IA, c'est aussi des sujets qui bougent beaucoup. Donc, c'est aussi important pour nous de pouvoir constamment, à certaines releases, en tout cas, à certains moments clés, de remettre à jour les contenus pour s'assurer qu'ils restent bien à jour euh, en fonction des nouvelles arrivées et des nouvelles évolutions. Le niveau 2, lui, est en phase de conception. Il sera testé juste avant l'été et puis à partir de la rentrée 2025. Et le niveau 3 sera plutôt testé à partir de la rentrée de janvier 2026. Excusez-moi. Et un dernier pan de notre formation, c'est qu'on a aussi un MOOC qui a été créé dans le cadre du projet, qui est créé par le CNAM et par l'équipe notamment de la Fabrique du numérique avec Cécile Dejoux, professeure des universités. Donc c'est un MOOC qui vient décrypter les usages de l'IA et apporter une vue sur les cas d'entreprise avec de nombreuses interviews du monde de l'entreprise qui vont permettre de donner aussi ce cadre très concret aux apprenants de se dire, ah oui, effectivement, dans le milieu professionnel, dans le zone, je peux m'en servir pour ça, etc. Donc c'est un MOOC qui est déjà qui est en accès libre, hein, qui est comme un MOOC et qui a été ouvert à partir d'octobre 2024. On a déjà plus de 27 000 inscrits et qui sera mis à jour chaque année. C'est pour compléter l'offre de formation. Voilà pour la partie présentation de projet. Donc là, je change un petit peu de casquette. Je me fais la porte-parole d'art et métier et de la façon dont l'arrivée de l'IA questionne certaines pratiques et s'intègre dans certains dispositifs de l'école.
Donc là, je change, je suis plus la chef de projet CARE, mais je représente plutôt l'école Arts et Métiers. Donc, je reprends les slides créés par Emmanuel Abizet-Chavannes, que je remercie voilà, pour l'occasion, et qui a présenté le contexte avec le rapport du Coréal. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez entendu parler, qui fait un certain nombre de recommandations suite à l'arrivée en maths des outils d'IA générative. euh, et qui fait des recommandations sur l'usage qui peut être fait dans l'enseignement supérieur et la recherche. Euh, voilà, qui recommande évidemment de prendre ce sujet à bras-le-corps, de l'intégrer dans la stratégie numérique des établissements, d'accompagner les enseignants et de faire évoluer les référentiels d'évaluation et de faire évoluer certaines pratiques pédagogiques pour pas ignorer le problème, pour pas le cacher, enfin, le problème, l'arrivée de l'outil, pour pas que ça devienne un problème justement, et que les pratiques pédagogiques qui sont impactées puissent évoluer en conséquence. Donc, en ce qui concerne Arrêt Métier, euh, Arrêt Métier fait partie des MOS et donc a participé au groupe de travail, certain nombre de groupes de travail, stratégie, pilotage et sobriété numérique, qui a pu faire un certain nombre de recommandations sur l'IA. Une charte d'usage des outils d'IA, tels que Nabil aussi l'a un petit peu présenté pour d'autres établissements, a été créée pour donner un petit peu le cadre. On le voit, il y a la formation CARE qui arrive aussi progressivement pour former à la fois les enseignants, les personnels, mais aussi les étudiants. Et puis un groupe de travail IA et pédagogie qui se met en place euh, pour réfléchir aux pratiques. Sur le volet formation, donc la formation CARE, donc je ne reviendrai pas dessus. Certaines formations sont également créées dans le cadre, enfin, qui sont disponibles à Arrêt Métier pour former les étudiants sur ces sujets d'IA. CAMEX IA est un campus des métiers et des qualifications d'excellence qui a pris ce sujet, voilà, dont c'est la spécialité, la formation à l'IA, à la fois auprès du secondaire, de partenaires, etc., euh, pour, euh, pour acculturer l'ensemble des parties prenantes à ces sujets. Et puis, avec Green Deals, pardon, on accorde une importance importante à l'intégration du numérique, mais de manière raisonnée, et réfléchir à l'usage et à l'impact du numérique dans nos usages, et à avoir un usage en prenant en compte les considérations environnementales et sociétales dans nos usages du numérique et donc de l'IA. Donc, on le voit ici plus précisément. Donc, il y a cette charte IA qui a été diffusée en début d'année 2025, si je ne me trompe pas. Des réflexions sur la façon dont l'IA intègre les formations et les programmes avec CARE ou avec d'autres dispositifs. Et un groupe de travail qui se met en place progressivement aussi pour questionner ces pratiques, comment enseigner à l'heure de l'IA, comment les étudiants peuvent s'en emparer, avec quelles limites, comment en tant qu'enseignant, l'IA est aussi un outil dans ma pratique et où pour l'évaluer. Comment je peux évaluer aussi maintenant avec maintenant que ces nouveaux outils sont là. Voilà, donc c'est un peu questionner ces sujets, accompagner les enseignants et réfléchir tous ensemble aux impacts très concrets de l'arrivée de ces outils. En termes de recherche, je pense que c'est un petit peu comme dans tous les établissements. Donc, il y a évidemment un certain nombre, c'est des sujets qui sont de plus en plus prégnants dans la recherche. Et voilà, donc j'avais un petit peu quelques éléments chiffrés qui permettaient de voir que aussi à Arrêt Métier, c'était un sujet qui prenait toute sa place. Et puis, Arrêt Métier accompagne aussi certaines entreprises dans la mise en place des outils d'IA, dans l'accompagnement de réflexion sur, sur l'IA et comment accompagner la digitalisation dans certains contextes et dans l'industrie. Voilà pour un petit peu la synthèse. Donc, Arrêt Métier se positionne d'un côté sur la formation, bien sûr, des experts à ces outils d'IA avec un certain nombre de dispositifs qu'on a vus. Accompagne aussi certaines entreprises partenaires dans l'implémentation des outils ou simplement déjà un niveau de sensibilisation aux enjeux de l'intelligence artificielle. Et puis la dernière brique sur la recherche fondamentale et appliquée, qui est bien sûr très importante euh, à l'école.
Voilà pour ma présentation. Je vous laisse éventuellement poser vos questions, réagir et puis si des collègues souhaitaient aussi compléter, n'hésitez pas. Je vous remercie. Super, merci Nabil, merci Cécile. Donc il y a quelques questions sur le chat. Alors je propose que ceux qui ont posé les questions puissent directement ouvrir leur micro et poser la question. Mais si besoin, je peux faire le relais. Alors la première question peut-être que je vois, c'est peut-être Esma. C'était par rapport à Oui, vos retours d'expérience ou les retours d'expérience de vos collègues, notamment ceux qui sont en Australie, par rapport à l'impact de l'utilisation de l'IA générative sur l'apprentissage. Et je me suis posé la question s'il y a des expérimentations avec des groupes de contrôle qui ont été faites pour évaluer réellement cet impact-là, que ce soit sur l'apprentissage, mais également la mémorisation, la créativité, l'engagement également, etc., etc. Et je disais que tout de suite, Jean-Yves a partagé un article. Il y a un autre qui a été également deux articles d'ailleurs là qui vont dans ce sens-là. d'accord. Alors, rapidement, je ne suis pas sûr que du côté de UNSW, ils sont allés un petit peu dans le détail de l'évaluation. Euh, c'est un bon point. Je sais que Jean-Yves, sur les planches qu'il m'a données et ce qu'il avait présenté au CIRP l'année dernière, c'est que bon, il y avait des formes d'évaluation un petit peu plus c'est des approches un petit peu purement statistiques. Mais voilà, je peux pas vous répondre donc par rapport aux pratiques donc qu'ont fait les collègues australiens. Tout ce que je peux dire, c'est que ça fait depuis des années qu'ils sont lancés là-dessus. Donc notamment sur l'impact de l'IA générative sur les apprentissages. Je pense qu'il doit y avoir des choses qui se font en Australie et dans beaucoup de pays, on va dire asiatiques et du sud-est asiatique, parce qu'ils sont pas mal actifs sur le sujet. Donc je pense qu'il doit y avoir une littérature et j'ai pas vu ce qu'a partagé Jean-Yves, mais peut-être ça va aussi dans ce sens. Mais je pense que c'est une bonne question sur l'évaluation et puis aussi question aujourd'hui avec ces nouveaux outils. Quelles sont les métriques qu'il faut utiliser pour l'évaluation? Donc est-ce qu'on reste sur des métriques classiques ou sur de nouvelles métriques? Pour l'évaluation des apprentissages, de la mémorisation et autres. Mais je pense que c'est un bon point. Mais écoute, Esma, je poserai la question à Hang, donc dès Très que bien, j'aurai je sais. l'occasion pour me donner plus de retours. Parce qu'en fait, la question annexe ou connexe, c'est, OK, si on sait comment on évalue, ben, il y a peut-être moyen d'aller prescrire finalement l'utilisation de l'IA de différentes façons. Et même, on va peut-être Mhm. ouvrir, fermer des choses spécifiques. Donc, c'est plutôt cette deuxième partie qui est beaucoup plus intéressante. Mais on ne peut pas y arriver tant qu'on n'a pas évalué réellement l'impact. Exactement. Peut-être aussi ça va un peu en lien avec la question de Patrice Collier. Je ne sais pas si tu veux poser ta question en direct. Oui, bonjour, merci Tatiana, merci David, merci pour les présentations. Oui, c'est un petit peu en lien, même si c'était plus côté application de l'IA à l'usine du futur. Pourquoi a-t-on besoin de l'IA dans l'industrie du futur? Donc le besoin, il est réel. Donc merci pour la présentation de cette IA et puis les différents cas d'utilisation qui ont été présentés. Et ma question était plus par rapport un petit peu aux limites et aux risques. Est-ce que Nabil avait étudié de manière un peu plus générale, plus transversale à ces différentes applications, les limites, les risques qu'entraîne l'utilisation de l'IA dans les divers aspects de l'usine du futur? Je pense notamment à tout ce qui est Oui. application de pilotage de système. Mhm. Merci. Oui, je pense une des premières limites, c'est la data, parce que finalement, beaucoup d'approches à base d'IA donc, se nourrissent de données. Et en fait, Mhm. la quantité de données pour faire de l'entraînement, la qualité aussi de ces données est très important. Et très souvent dans un certain nombre de projets, notamment avec des partenaires industriels, donc dès le moment où il faut partager des données, ça devient très compliqué. Donc je pense que c'est un des points qui est un frein finalement au déploiement un petit peu de l'IA et notamment des IA donc à base d'apprentissage. Il y a aussi tout ce qui est dans les techniques de supervision, donc techniques non supervisées. Donc finalement, il faut labelliser les données, donc il faut avoir des données, il faut les labelliser. Et ça aussi, c'est des étapes qui ne sont pas faciles et qui sont des limites dans pas mal de recherches, donc de faire cette labellisation. Après, aujourd'hui aussi,
on regarde que finalement, il vaut mieux faire une IA, mais en exploitant aussi des connaissances a priori ou la connaissance de la physique. Donc, comment coupler finalement des modèles IA et des modèles qui viennent de la physique, donc notamment pour interpréter un certain nombre de phénomènes. Et bien sûr, il faut faire hyper attention aux résultats finalement que donne n'importe quel outil d'IA. Donc aujourd'hui, on a des indicateurs, on a des métriques, mais très souvent, ces métriques ne sont pas des métriques métiers. Et en fait, aujourd'hui, il y a un risque de ce qu'on appelle le false discovery rate, c'est-à-dire utiliser finalement de l'IA pour générer des choses qui n'ont pas trop de sens, finalement de fausses découvertes. Euh, donc je pense que voilà, donc en fait, les limites et les challenges, pour moi, c'est les données. C'est la labellisation des données et c'est aussi les métriques aujourd'hui pour l'évaluation finalement des algorithmes de l'IA. Et notamment aujourd'hui, on parle de métrologie de l'IA, donc quels sont les moyens finalement, quelles sont les mesures, comment tracer finalement la traçabilité finalement de la donnée et de la prise de décision. Et puis, on le sait bien avec l'IA générative, les problèmes d'hallucination, c'est-à-dire quand on a des résultats qui sont un petit peu non, qui sont pas normaux ou anormaux. Et puis, bon, comme c'est des méthodes statistiques, donc tout ça derrière, il faut avoir les bonnes métriques. Mais voilà, donc voilà ce que je peux répondre à ce sujet. Merci pour tous les aspects. Merci Patrice. Il y a une question, Lionel, je ne sais pas, je ne te vois pas. Est-ce que tu veux poser tes questions en direct? Bonjour à tous et merci pour, je ne sais pas si vous m'entendez, ouais. Ouais, pour ces excellentes présentations, hein, Nabil et Cécile, merci beaucoup. Moi, j'avais une question plutôt autour de la communauté. Voilà, je disais que ça, c'est mon point de vue, ça va très vite tout ça. En fait, tous les jours aujourd'hui, j'entends des choses, je lis des choses parce que j'essaie de lire aussi, et plus je lis, et plus j'entends, et plus ça va vite, et plus j'ai l'impression d'être un peu derrière la vague, malgré le fait que je lise et que j'essaie de me former là-dessus. Et donc, ma question, c'était comment peut-on suivre pour ne pas subir? Sommes-nous usagers d'outils ou experts scientifiques? Et comment la communauté Smart peut s'organiser autour de ça justement pour éviter de laisser les gens sur le côté. Voilà, je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont plus experts et plus moteurs et qui sont peut-être devant la vague, et d'autres plutôt d'être derrière la vague et d'essayer de lire tous les jours, et parce qu'on lit, on écoute plein de choses et on est toujours un peu derrière. En tout cas, moi, c'est un peu mon sentiment. Voilà, je sais pas si vous avez des réponses à ça, mais j'aurais bien aimé que la communauté un peu s'organise là-dessus. Je sais pas s'il y a des réponses à ça, mais... Je ne sais pas s'il y a des réponses simples à cette question, Lionel. Mais effectivement, je pense que ce que tu viens de pointer, on va dire, du doigt, c'est vraiment quelque chose de très important, et de voir aussi comment la communauté Smart peut travailler autour de ce thème. Donc, je sais pas. Mais effectivement, je pense que dans la communauté, on a des gens qui ont une très bonne pratique de l'IA, des pratiques pédagogiques. On découvre des choses, donc un petit peu au fur et à mesure. Donc, je sais pas. Donc, est-ce que à travers le livre blanc, c'est aussi l'occasion finalement sur cette partie-là. Donc voilà, je propose cela, de faire un petit peu un point, des recommandations. Est-ce que finalement, Ouais. est-ce qu'il faut créer une petite commission ou un petit comité qui réfléchit finalement à cela, parce que ça devient important. Donc là, comme j'ai montré sur les chiffres du CIRP, c'est affolant finalement aujourd'hui, les besoins industriels, les besoins de chercheurs, C'est ça, en rester fait, c'est que... finalement à jour, ça demande finalement des ressources. Et comme nous, on a la chance d'être un petit peu ce réseau, un peu organisé, comment finalement exploiter les forces de ce réseau pour... Comme tu dis, les compteurs s'affolent, quoi, tu vois, dans tout le sens du terme. Hein. Compteurs s'affolent en termes de publication, les compteurs s'affolent, tu vois, tu as montré l'ensemble des outils là, sur la figure, là. Tu as montré une figure avec l'ensemble des outils, les compteurs s'affolent sur les buzz industriels. Et tu vois, la question, c'est nous, ah, nous, scientifiques, enfin, et enseignants, euh, on ne peut pas être 100% sur le thème toute la journée. Enfin, tu vois, derrière, j'ai l'impression que t'as beau te renseigner, que ça va toujours de plus en plus vite. Voilà. Comme tu dis, peut-être qu'il faudra réfléchir à s'organiser autour de ça. Et peut-être Cécile, tu as des éléments sur la partie plus formation peut-être? Oui, moi, mon sentiment, c'était plutôt de dire que c'est pas nécessaire que tout le monde soit expert non plus et
tout le monde ait un niveau d'expertise très poussé. Déjà, comprendre les fondamentaux me semble indispensable. Alors, bien sûr qu'il y a bon, ça évolue beaucoup, mais alors moi, je suis pas experte, hein, donc peut-être que vous allez me corriger, mais j'ai le sentiment quand même que la base du fonctionnement de l'IA reste qu'elle est. Alors, il y a peut-être voilà, des moments de révolution, d'innovation importante, mais ça, dans ce cas, ça ne se loupe pas, je pense. Euh, Après, donc c'est pour ça que je pense qu'il y a un socle commun de base à avoir sur ça. Et après, c'est plutôt avoir ces réflexions sur l'implication dans mon métier, dans ma communauté, enfin dans mon secteur. Et là, c'est plutôt avoir ces groupes de travail, de réflexion-là. Euh, voilà, communauté, soit dans l'enseignement, soit dans la recherche, soit on fait un focus sur un secteur d'activité et comment accompagner au mieux ces changements sans qu'on soit tous obligés de s'embarquer dans la technicité des outils. Bon, je reste encore un petit peu loin, hein, je rentre un petit peu, moi je suis assez novice à la fois dans le secteur aussi, mais c'est un petit peu le sentiment que j'ai en tout cas. Super, merci Cécile. Et Alain, je ne sais pas si tu veux, parce que tu réagissais par rapport à cette question, est-ce que tu veux réagir par rapport à ça? Est-ce que Alain, il est encore là? Hop, hop. Pas de micro. Voilà. Alain, tu es toujours là? Oui, je te vois. Et il dit Est-ce qu'il que a tu pas veux de, Il n'a pas de il indique qu'il micro, n'a il pas n'a de pas de micro. micro, en fait, il dit ça Ah, dans le ok. chat. Ok. Du coup, je lis le commentaire. Je pense que l'on a aussi un rôle sur la définition des indicateurs de performance. Pardon, j'arrive pas à voir. Par la définition des cas tests, comme des artefacts en impression 3D, par exemple. Je pense que c'est un peu en réaction par rapport à ce que tu disais au tout début, Nabil, peut-être. Je ne sais pas si tu veux commenter. J'arrive pas à trouver le commentaire, donc on essaie de le lire. Euh, Tu veux, je te relis. oui, parce que j'ai vu la. C'est vraiment par rapport au commentaire de Lionel, la question de Lionel. Ok. J'ai pas bien Je compris, c'est pense. peut-être des sortes de benchmarks, c'est ça, sur. Alors, est-ce qu'il nous répond? En tout cas, le rythme des nouveautés est bien plus rapide que le temps de la publication. Ok. Peut-être plus en termes de... Alain, tu peux nous préciser un peu par rapport à ton premier commentaire. Je pourrais le lire après, si ça te va. En attendant, je pense qu'on peut passer peut-être aux questions de Florent, si tu es là. Si tu peux ouvrir Oui, ton je suis micro. là, tout à fait. Super. Merci beaucoup, en tous les cas, Nabil, Cécile, pour vos présentations qui étaient pertinentes, intéressantes et une bonne synthèse surtout. Moi, j'ai vraiment apprécié ça. Du coup, c'était plutôt très clair. Mes questions sont plutôt pour Cécile. Je les ai écrites. Je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder pour essayer d'y répondre. Voilà, moi, je me pose plein de questions sur ce projet et les formations CARE. Est-ce qu'elles vont être ouvertes au-delà du consortium? Est-ce qu'elles sont vraiment en open education? Sinon, et si ce n'est pas le cas, quel coût ça a? Et puis, moi, je me posais plutôt la question de votre lien entre CARE et les EDI. Vous savez, c'est les infrastructures d'innovation numérique en région qui sont financées par l'Europe. Il y a beaucoup d'EDI en fait qui se sont lancés dans cette aventure des formations en IA, entre autres en formation professionnelle, que ça soit en Occitanie, en Pays de Loire, en Bretagne ou ailleurs. Et je voulais savoir un petit peu les liens que vous avez avec eux, et si vous intégrez dans cet écosystème qui a aussi, je trouve, un autre intérêt, c'est qu'il est très proche des TPE. Voilà, et du coup, ça peut être un autre public à toucher, parce que n'oublions pas que nos jeunes dans nos formations, demain, ils vont aller dans les entreprises. Voilà, donc si on essaie de boucler la boucle très vite, on peut tous gagner. Voilà. Très bien, merci. Alors, les ETI, moi, je ne connaissais pas. Donc, il n'y a pas de lien actuellement. Réponse vite vue, mais je vais regarder, effectivement. On a eu des liens avec, enfin, des premières discussions au niveau de certains rectorats où on a, voilà, parfois
en contact par-ci, par-là. Donc, c'est des pistes qu'on creuse, mais pour l'instant, rien de très concret. Merci, je regarderai le lien. La formation, donc, elle n'est pas en open education, elle est la copropriété de CESI et d'ENSAM. Ok. Donc, il y a un contrat qui est mis en place entre les deux établissements pour attester de la copropriété des contenus. Et ensuite, on délivre des licences d'utilisation et ou d'exploitation des contenus. Donc, les licences d'utilisation sont délivrées aux partenaires membres du consortium. L'exploitation également, pour ceux qui le souhaitent en tout cas, pour ceux qui souhaitent le commercialiser. En revanche, pour une diffusion à l'extérieur, ce sera sous forme de commercialisation. C'est le modèle économique en tout cas qui a été conçu dès la phase de conception du dispositif pour assurer la pérennité aussi du dispositif de formation, pour s'assurer qu'il y ait ensuite des ressources nécessaires pour la mise à jour des contenus et des modalités à la fin des financements. Donc là, il y a le coût. Je n'ai pas encore la réponse parce que justement, c'est des discussions qui sont vraiment en cours en ce moment. Là. C'est la question un peu brûlante sur ce sujet, sur l'histoire de redevances, de coûts, de financement, d'offres qu'on peut proposer par niveau ou par type de structure en face. Voilà. Des choses qui sont en train d'être construites et sur lesquelles on devrait pouvoir communiquer en septembre, normalement, on espère. Merci, Et je vais Cécile. mettre le site, Oh, pardon. enfin la page web Oui. du projet et la page LinkedIn également, où on communique très régulièrement sur l'actualité du projet, l'actualité de l'IA aussi, on met un petit peu des informations. Super. Merci, Cécile. Tu peux le mettre sur le chat et on le Ouais, je mettra le mets tout de aussi suite. Ouais. sur le lien du webinaire. Alors, il y avait une réaction de PCCA, désolée, je ne sais pas qui c'est, justement autour de la parcimonie des données et se fonder sur les lois physiques. Je ne sais pas, PCCA, si vous voulez. Bonjour, bonjour, vous m'entendez ou pas? Oui, très bien. Pardon, c'est Nicolas Gardan. Oui, c'est parce que c'est mon PC de calcul, pardon. Non, je réagissais simplement à la remarque sur le fait que l'IA nécessitait effectivement beaucoup de volume de données. C'est effectivement vrai dans certains cas, mais l'IA parcimonieuse a un côté extrêmement intéressant. Il y a pas mal de développements qui se font, donc quelques boîtes qui se créent des startups sur ce sujet. Du moment qu'il y a des lois physiques derrière, notamment l'utilisation de PIN, c'est un sujet extrêmement intéressant, je pense, d'un point de vue pédagogique. Parce que ça permettrait non l'utiliser d'un point de vue industriel, mais ça permettrait à des étudiants de très rapidement construire leur réseau de neurones et puis voir des applications voilà, à partir de fichiers Excel où il y a quelques milliers de données, on peut rapidement obtenir des choses assez sympas. Voilà, c'était tout. Merci. Jean-Yves, est-ce que tu veux réagir par rapport au DIH, je ne sais pas, EDI, comment on prononce? C'est un micro et tu veux réagir par rapport à ça? Jean-Yves? Oui, Ah oui, bonjour. super. Bonjour. C'est Alain qui parle, parce qu'il profite de mon micro aussi. Ouais, dans le cadre du EDIH Grand Est, nous, on a des actions de formation pour les PME, mais c'est sur vraiment des formations très ciblées, pas public large, hein, mais qui sont cofinancées par EDIH et dont les PME bénéficient de grosses aides, hein, surtout les TPE, mais c'est vraiment très ponctuel et vraiment par rapport à des besoins très spécifiques. C'est pas du tout dans la même dynamique que le projet CARE. Là, on tape sur un public très ciblé, quoi, type détection de défauts, amélioration des performances du système de production, mais très ciblé. Super, merci. Et comme tu as Alain sous la main, je ne sais pas s'il veut commenter son commentaire.
Alors, son commentaire était sur la nécessité des métriques pour avoir des analyses propres de l'impact de l'IA générative sur l'enseignement, etc. Parce que là, on fait des essais, on fait des expériences pédagogiques, on a beau faire, mais on n'a pas des cohortes suffisantes, on n'a pas on n'est pas capable de faire des comparaisons suffisantes. Voilà. Donc là, c'est si par rapport à ce que disait Lionel, c'est d'avoir des métriques et si possible, même avoir des possibilités de faire des comparaisons. Là, nous, on a fait des comparaisons entre 2 semestres de deux semi-promos, mais c'est pas suffisant. Honnêtement, en statistique, on est très loin d'en tirer grand-chose, proprement. Et surtout par rapport à la demande d'ESMA, c'est-à-dire que là, sur qu'est-ce qu'ils auront dans leur tête dans 2 ans, suite à ça, j'en sais pas du tout. Par contre, il y a Génial. beaucoup d'études asiatiques là-dessus, hein. Comme le disait Nabil, hein, il y a même des universités qui fonctionnent maintenant qu'en classe inversée, dont la première partie de préparation d'acquisition de connaissances par l'étudiant est faite à partir de prompts qui sont fournis aux étudiants et après qu'ils peuvent rentrer en discussion et continuer à un peu à éplucher le domaine par les enseignants. Et après, il y a un retour en classe avec un ensemble d'exos, mais la première phase, c'est-à-dire la construction du cours et l'acquisition de connaissances, n'est pas faite à partir de documents fournis par l'enseignant, mais plutôt de prompts, etc. Alors, il y avait... je sais pas Singapour, mais je sais plus quelle université que j'ai vue qui avait vraiment mis tout maintenant leur cursus était bâti comme ça. Et juste une petite question parce que Je pourrais retrouver justement, l'adresse, hein, je pourrais vous retrouver l'adresse si ça vous intéresse. oui, on veut bien. Et moi, je me posais la question parce que pour le coup, moi, je suis vraiment très loin. Je crois que je sais même pas comment y aller. C'est est-ce que parce que parfois on discute sur les données en fait, parfois les données elles peuvent être fausses vu qu'il va chercher un peu des informations. Et par rapport donc à ces classes inversées, je me posais la question justement, est-ce que c'est l'occasion aussi des enseignants d'aller creuser un peu par rapport à l'analyse critique? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, ce qui se pose comme problème, en tout cas, c'est qu'on a des retours. Moi, j'ai déjà eu des retours où c'était assez similaire. Derrière, il n'y a pas d'analyse critique sur le rendu. Donc, j'imagine qu'ils ont utilisé des outils d'IA. Donc, dans ces cadres-là, en fait, comment on utilise et comment on trie l'information et comment on peut faire pour les accompagner, pour trier cette information, notamment sur la formation. Alors dans l'exemple que j'ai vu, hein, alors je cherche en même temps au niveau des classes inversées, là, en fin de compte, l'élève avait utilisé l'IA pour acquérir des connaissances, mais après la validation des compétences élémentaires liées à cet enseignement, elles étaient faites dans le cadre d'une mise en situation avec l'enseignant. Donc et là, il ne s'agit pas d'utiliser l'IA pour te rendre un compte rendu TP. Il s'agit de l'IA pour aller chercher de la connaissance. Alors, bien sûr, tu as le biais que elle peut être entachée d'erreurs, hein, ou voilà, mais il y a dans leur scénario pédagogique, l'IA n'est pas là pour que l'élève s'en serve pour te rendre son livrable. Voilà. Ça, c'était vraiment leur schéma pédagogique. Ok, super. Voilà. Ouais, ok. Merci. Je profite que Jean-Yves ait la parole pour poser une question rapide. Donc concernant les métriques, parce que je pense qu'aujourd'hui il doit y avoir une communauté internationale d'ingénierie pédagogique. Je sais pas, tu sais un petit peu ce qui se passe à ce niveau? Est-ce que c'est une communauté qu'on connaît un petit peu du côté français ou ça reste une communauté un petit peu avec une vision, on va dire, une approche pédagogique totalement différente? Alors, je sais pas si après il y a des personnes qui font de la recherche justement sur ça, mais honnêtement, j'ai assisté à 2-3 séminaires, webinaires
québécois là-dessus, mais je m'aperçois que entre leur langage et le mien, alors c'est pas parce que c'est des Canadiens ou des Québécois, hein, je pense que c'est plutôt là on n'a pas le même, on parle pas le même langage qu'entre guillemets. Hein, voilà, nous on est des enseignants, on est sur le terrain, on fait des tests, on fait ça, mais eux c'est vraiment, eux c'est leur domaine de recherche. Et là j'ai pas réussi à identifier des choses vraiment où moi je m'y retrouvais entre guillemets, où je pouvais appliquer facilement. Que voilà, c'est et puis on pouvait aussi, hein, parce que ton étudiant, toi tu le vois pendant un semestre, tu ne peux pas sur ça analyser l'impact d'une modification, d'une expérimentation pédagogique sur ses connaissances ou ses compétences à moyen terme. Tu ne l'as que sur et puis c'est pas ton objectif. Toi, tu es là pour enseigner, tu fais ton cours sur la conception c'est pas ton domaine de recherche. Donc là, j'ai pas vu une métrique nous facilement entre guillemets utilisable et très rapidement utilisable pour nous à court terme. D'accord, donc Alors, ça demande finalement un travail, un aspect un petit peu pluridisciplinaire pour oui, élaborer ce genre de métrique. ouais. Ok. Merci Jean-Yves. Est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions? Moi, j'avais une, mais alors je sais pas trop comment la poser, j'avoue. Tu nous as montré, Nabil, je crois que c'est l'Université de Louvain, avec une procédure autour de l'éthique. Aujourd'hui, c'est un peu ce qui me questionne. Mes thématiques, c'est autour de la soutenabilité. Donc, quand on voit les enjeux un peu de tout ce qui est autour, le matériel qu'il faut justement pour faire fonctionner l'IA, je me dis dans quelle mesure, en fait, dans la recherche, on peut intégrer ces enjeux-là, de se dire quel est le juste nécessaire d'usage de l'IA, que ce soit en formation ou en recherche. Donc déjà, le juste nécessaire par rapport aux enjeux environnementaux et sociaux, mais aussi par rapport à l'éthique, parce que c'est assez large l'éthique, mais par exemple, rien que pour nos articles scientifiques, en fait, je me pose la question jusqu'à quel moment et comment on peut être évalué à partir de ça. Bon, c'est une question parce que ça me touche, mais je sais pas si vous avez des éléments autour de ça. Honnêtement, je suis pas du tout expert de ce sujet. On en parle beaucoup aujourd'hui des aspects éthiques autour de l'IA. Bien sûr, donc déjà je pense qu'un moyen, c'est cité. Donc aujourd'hui, je pense de plus en plus de revues demandent finalement au moment où on soumet un article de rajouter un petit texte pour dire qu'une partie de l'article on a exploité l'IA générative pour améliorer par exemple une partie de l'article au niveau de la traduction, au niveau d'un certain nombre de choses. Mais pour le moment, éthique et IA, je pense que c'est un domaine à part. Donc, je pense qu'il doit y avoir des gens qui travaillent dessus. Et puis, effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, moi, j'avais un graphe qui montrait aussi la puissance de calcul, ou du moins pour les grands modèles de langage. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en passant, par exemple, de GPT 3.5 à 4 ou quelque chose comme ça, généralement, on multiplie par un facteur qui est relativement important le nombre de ressources. C'est vraiment impressionnant. Donc, je pense que c'est un facteur de 4 ou un facteur de 5 quand on passe d'une release, finalement, d'un LLM vers un autre. Et ça fait peur finalement parce qu'on a l'impression que ça va exploser. Après, il y a des solutions finalement d'utiliser des modèles un petit peu plus light qui sont aussi capables d'obtenir de bons résultats, mais j'ai pas trop l'impression aujourd'hui la tendance est vers les modèles light parce que bon, les outils, on va dire, d'OpenAI et autres deviennent des outils de référence. Et aujourd'hui, uniquement sur cet aspect, on va dire, on calcule, c'est vraiment assez impressionnant. Et donc, je ne sais pas si ça va se stabiliser, peut-être que ça se stabilisera un jour, une sorte de loi de Moore pour
pour l'usage de l'IA générative. Mais effectivement, donc je pense les aspects éthiques, les aspects calcul permettent aussi d'avoir un effet considérable sur les impacts et notamment l'impact environnemental. Si je peux compléter aussi un petit peu par rapport alors c'est vrai que comme je le disais sur la partie sur le niveau 1 de CARE, c'est un gros morceau de la formation, c'est les limites et biais de l'IA. Et donc par exemple sur la partie distancielle qui fait 4-5 heures, on a une bonne heure et demie qui se consacre à ça. Et donc effectivement, réfléchir à l'outil d'IA le plus adapté à son usage. On n'a pas forcément besoin de la dernière version de ChatGPT qui génère des milliards et des milliards de données pour notre simple requête. J'ai mis dans le chat Comparia, qui est un outil développé par une start-up gouvernementale et qui est vraiment très intéressante parce que ça permet, on peut mettre vraiment le critère de l'impact environnemental justement dans son moteur de recherche. Ça permet de comparer les réponses proposées et de voir qu'en fait, un modèle plus light, effectivement, peut être vraiment intéressant et suffisant. On a toujours tendance à vouloir faire le plus à jour, le dernier, mais en fait, c'est peut-être pas forcément nécessaire dans nos usages du quotidien en tout cas. Alors après, bien sûr, pour certains métiers, pour certains secteurs, ça peut l'être. Donc, c'est toujours réfléchir. Est-ce que ma requête, est-ce que mon besoin doit être répondu, enfin, de quel outil j'ai besoin pour répondre, pour m'aider? Est-ce que c'est vraiment un outil d'IA ou est-ce que Google suffira? Est-ce qu'un échange avec un collègue peut très bien aller? Est-ce que j'ai besoin d'avoir la réponse dans les 3 secondes ou est-ce que je peux attendre une semaine? Et tout ça, en fait, va permettre aussi d'adapter ta requête à l'outil le plus adapté. Et en termes d'éthique, effectivement, toujours citer aussi ses sources. Voilà, pas prendre l'outil d'IA ne va pas fournir, en tout cas d'IA générative. Hein, là, je suis vraiment focus IA générative parce qu'on sait que dans l'industrie, notamment, l'IA est très utilisée pour d'autres choses, mais l'outil d'IA générative ne sait pas ce qu'il dit. C'est vraiment le truc toujours à retenir. C'est la statistique, c'est la probabilité. Donc, si au bout d'un moment, on finit par lui apprendre que le chat aboie parce qu'on lui a donné suffisamment de données pour lui faire croire, entre guillemets, hein, mais pour que finalement, statistiquement, il va dire, ah ben en fait, derrière le chat, il faut dire aboie. En fait, là, c'est un peu tout le traitement de la donnée qu'on évoquait déjà plus tôt. Donc, toujours vérifier les sources, vérifier les contenus, mais surtout s'en servir pour une aide sur certains points, mais pas comme source d'information. Je pense que c'est le message le plus important, je pense, à avoir. En tout cas, pas comme une unique source d'information. Mais comme vous le faites déjà dans vos travaux de recherche, je suppose, vous fiez pas à une seule source, mais vous croisez, j'imagine, un certain nombre de données. Oui, donc il faudrait des modèles light, effectivement, mais aussi adaptés à l'usage. Donc je pense que l'usage est quelque chose de très important et on oublie finalement. Donc finalement, de bien spécifier le besoin et l'usage. Et je pense que ça permettra finalement de spécialiser le choix finalement de modèles à utiliser. J'imagine que, bon, c'est peut-être moi, hein, mais je me dis là, c'est un peu l'explosion, donc tout le monde veut faire le plus, le mieux, etc. Mais après, ça va aussi se recentrer en fonction j'espère en tout cas, mais des besoins et qu'il y ait des outils les plus adaptés au public et aux usages. C'est super. Donc, je pense que ces derniers commentaires clôturent notre webinaire. Encore 1000 merci à Nabil et Cécile d'avoir partagé avec nous vos connaissances autour des IA et merci à tous d'avoir posé des questions et avoir pu avoir des échanges assez riches. Merci beaucoup. Et donc, comme Laetitia le met, tous les webinaires, ils sont enregistrés et ils sont sur notre site du JC Smart. Et on vous retrouve tous au prochain webinaire et on vous souhaite une très belle fin de journée et à très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt.